fait tuer pendant qu'il filme. Ensuite, ils ont dû partir, et Patricio a dû partir en exil pour pouvoir monter le film et pour aussi sauver sa peau. Peut-être tu peux dire ça. Oui, oui, dans la première partie de la bataille du Chili, il y a la mort d'un caméraman argentin qui s'appelle Leonardo Henriksen, qui a tourné en direct sa propre mort. Et mon caméraman, mon chef opérateur de la bataille du Chili, a été mort aussi après le coup d'État, une année après le départ de la dictature de Pinochet. Il est une des disparus chiliens, ça veut dire qu'il a été torturé et assassiné au Chili. Et c'est un caméraman de 27 ans à l'époque. Une autre question? Bonjour. En fait, est-ce que vous avez déjà rencontré Pinochet? Jamais d'une façon personnelle. Je l'avais vu passer dans la rue avec son escorte, mais je n'ai pas interviewé à Pinochet. Et Allende? Et non plus encore. Ah oui. Non plus. Je ne suis pas. Je suis un personnage citoyen, un cinéaste indépendant qui travaille non engagé avec l'appareil d'Allende. Je suis complètement indépendant. Donc Allende, je ne suis pas ami d'Allende personnellement. Il faut bien se rendre compte que quand Patricio sort de l'école de cinéma, c'est un jeune homme qui ne connaît personne en particulier au niveau politique, qu'il est pris dans l'enthousiasme d'une révolution en train de se faire et qu'il décide en tant que cinéaste de filmer cette révolution et donc de filmer les gens qui la font et en particulier le peuple chilien. Il n'est pas dans une situation de journaliste qui veut aller interviewer les hommes politiques pour savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ne pensent pas. Il est vraiment engagé dans une action et lui, sa manière d'être engagé, c'est de faire le film. Oui ? En fait, je voudrais savoir pourquoi elle a choisi de faire tout ça, enfin d'exposer tout ça via un film. Pourquoi tu fais un film de tout ça? Parce que c'est très important montrer l'enthousiasme, la participation, l'engagement d'un peuple pour faire un changement social et pour combattre la pauvreté au Chili. Chili, c'est un pays énormément de pauvres à l'époque, aujourd'hui aussi. Et donc, cet monsieur, Allende, il dit non, il faut changer les choses, il faut changer d'appareil d'État pour changer les choses, pour devenir un pays plus civilisé, plus égalitaire. Et donc, c'est une idée suffisamment forte pour faire un film. Ça suffit pour un documentariste. Ça, c'est la différence entre le cinéma de fiction et le documentaire. Que nous sommes toujours très proches à la réalité. C'est une façon différente de faire le cinéma. Madame ? Oui, moi je voudrais d'abord dire tout mon enthousiasme pour l'œuvre de Patricio Guzmán jusqu'à la mémoire obstinée. Je le félicite donc d'avoir eu ce courage. Il a pris sa caméra pour montrer une photographie de l'histoire telle qu'il l'a vécue lui. Dans la dans la bataille du Chili, je crois me souvenir que vos bobines ont été sauvées par miracle. Là, c'est aussi le cas. De même qu'on a voulu, que le gouvernement Pinochet, la dictature Pinochet a voulu vous effacer politiquement, puisque quand vous êtes revenu au Chili pour tourner La mémoire obstinée, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une propagande officielle pour faire oublier, pour gommer toute cette dictature, toute cette répression qui s'est exercée contre le peuple chilien. Et alors là, quand j'ai vu effectivement les quelques épisodes où on voit la réaction de la droite bourgeoise, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui s'est passé aussi au Venezuela avec Hugo Chavez, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, je trouve que les films de Patricio Guzmán ne sont pas assez diffusés en France. En tout cas, bravo et merci. El pueblo unido jamás será vencido.
Si vous le voulez bien. Merci madame, merci. Alors, une question, oui, allez-y. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pris de la prison. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pris de la prison juste pour le film. Vous avez dit que vous avez pris du compte d'extermination tout à l'heure. Non. En fait, à la fin du film, Patricio, au moment du coup d'État, Patricio a été arrêté. Et comme tous les opposants au régime de Pinochet, il s'est retrouvé dans le stade de Santiago. Et il y est resté 15 jours. C'était un endroit très très dangereux parce que selon ce qui se passait pour vous, soit vous étiez exterminé immédiatement, soit vous partiez en camp de concentration pendant quelques années, soit vous pouviez rester là pendant quelques temps, ce qui est arrivé à Patricio. Et peut-être tu peux nous raconter comment tu as pu en sortir et grâce à quoi tu as été sauvé. Bon, il n'y a pas de logique dans un système dictatorial, fasciste, comme Pinochet. Il n'y a aucune logique. Tu peux mourir et tu es complètement innocent, tu es un personnage qui n'a fait rien, qui c'est un militant de base commune, ou un simple sympathisant de la gauche, et tu peux mourir. Et tu peux être un dirigeant important et tu peux sortir en liberté. Parce que dans les premiers moments de la dictature, le chaos c'est total. La répression massive c'est terrible. Et il y a des rues qui sont coupées par les militaires et tous les gens qui sont dans les voitures sont sortis et envoyés à l'Estade national ou à l'Estade de Chile. Des grands stades de 60 000 personnes de capacité. Donc, dans les premiers moments de chaos, tu peux échapper si tu as de la chance. Mais après, il vient une autre période de répression sélective. Et ça commence à toucher à les dirigeants politiques, à les parlementaires, à les chefs des mouvements d'étudiantes, etc. Heureusement, je suis impressionné dans ces premiers moments. Et j'avais dit, bon, j'aime voir ce matériel dehors Chili, ça c'est mon métier, je suis un journaliste, c'est le mensonge bien sûr. Mais j'aime voir les matériaux dehors Chili et je me gagne la vie comme ça. Et donc j'ai continué emprisonné, mais après 15 jours, j'ai sorti comme beaucoup d'autres. Chaque après-midi, ils sortent 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, ça dépend, parce que le stade est tellement plein qu'il faut sortir les gens. Et le plus important reste. Peu à peu, quand s'organise la répression, ça c'est difficile de sortir de l'Estade. C'est ça mon petite histoire. Encore des questions? Je parle. Bonjour, pourquoi vous avez décidé de prendre... pourquoi vous avez décidé de prendre une scène de violence pour représenter la fin du film, alors que vous avez dit que tout à l'heure, vous voulez représenter l'enthousiasme, l'humour? Pourquoi la fin du film se termine? Parce que ça, c'est justement les moments qui l'opposition, les adversaires d'Allende, commencent à s'organiser pour faire une opposition généralisée. C'est dans ce moment-là, après la visite de Fidel Castro, que ça commence. C'est pour ça que je suis indispensable. Oui? Bonjour. Est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport à la diffusion de votre film? Au Chili, non, parce que dans ce moment-là, Allende, il a gouverné jusqu'à 73, et le film a sorti de 72. Donc, le film a sorti dans les salles normales du cinéma, il a eu un succès moyen, et ça marche bien. Parce que c'est normal, c'est un film qui montre le contexte de la révolution dans l'année 72. Une autre question? Bonjour. Voilà. Une fois, vous avez dit
un jour vous avez dit, on peut dire que le futur vient du passé. En quoi cette histoire peut nous servir à nous les jeunes qui vivons en France? Ah, c'est une question très intéressante. Parce que justement aujourd'hui, il y a un climat, il y a une espèce d'atmosphère de scepticisme en France, de laisser tomber les bras, de ne faire pas une participation active dans la politique. Et je pense que c'est qu'en général, la situation actuelle c'est un peu dangereuse en France. Parce qu'il y a une espèce d'éloignement de la jeunesse, en général des peuples, de la politique. La politique se considère, il y a une décadence de la vie politique. Mais le problème c'est que quand l'extrême droite commence à monter, il faut être attentif, hein, parce qu'il ne pardonne à personne. Au Chili, on a pensé la même chose aussi. Ah non, la droite, oui, si vient la droite, c'est terrible. Mais on a pensé que sera un coup d'État avec une répression de telle façon. Je sais que c'est différent à l'Europe, mais je pense qu'il faut participer dans la politique, il faut participer dans quelques groupes humains qui travaillent pour le futur avec optimisme. Il faut récupérer l'optimisme ici en France, je crois. D'ailleurs, comme je vous l'avais fait remarquer en début de séance, le film, il a été fait, traduit, avec un prologue, avec un commentaire qui nous est adressé à nous, public français, en particulier, public européen et en particulier français, et que ce film, il a été diffusé en France en 1972 et en 1973, justement dans une ambition comme ça, de donner en exemple ce qui se passait à ce moment-là au Chili, pour que quelque chose se passe en France. Et je vais demander à Catherine, peut-être rapidement avant qu'on se quitte, de dire un peu quelques mots, qu'est-ce qui se passait en France historiquement et au niveau du cinéma pour que le projet de Patricio soit comme ça considéré comme si important pour qu'il devienne un film aussi exemplaire pour les Français. Oui, merci. Pour resituer déjà, parce que vous aviez l'air assez surpris qu'on puisse faire un film à cette époque de ce genre de choses, il faut que vous ayez bien en tête qu'à cette époque en France, la télévision est exclusivement publique et qu'elle est contrôlée par l'État. On ne passe pas ce qu'on veut à la télévision, on ne passe pas à la télévision des choses qui vont à l'encontre du gouvernement. Et c'est notamment en mai 68, avec les grandes grèves ouvrières, étudiantes qu'il va y avoir en France, que beaucoup de techniciens et de cinéastes vont se mettre en grève et vont protester et décider de réagir contre la télévision française qui ne va pas projeter une seule image des manifestations et des grèves de mai 68, donc de faire leur propre film avec les étudiants, avec les ouvriers, dans les usines, dans les manifestations, etc. Donc à partir de la fin des années 60 et pendant toutes les années 70 en France, il y a un grand mouvement de groupes de cinéma politique qui se mettent en place, que ce soit en lien avec des partis politiques comme le Parti communiste ou des syndicats, ou de façon indépendante, comme va le faire Chris Marker à partir de 68. Donc, Chris Marker, qui est un cinéaste qui a déjà tourné dans le monde entier, effectivement, dans les années 70, et notamment à Cuba au début des années 60, donc, la révolution cubaine qui, en France, va rencontrer un grand enthousiasme et qui va tourner le regard des militants d'extrême gauche française vers l'Amérique latine et donc vers le Chili à partir du moment où Allende va être élu. Chris Marker, effectivement, va aller au Chili pour se renseigner sur l'unité populaire, va rentrer en France ayant vu le film de Patricio Guzmán et l'envie de le diffuser, mais aussi parce qu'en France, à ce moment-là, il y a une concertation entre les partis de gauche, entre notamment le Parti communiste et le Parti socialiste, qui sont les deux partis de gauche les plus forts en France, et qui sont en train d'élaborer un programme commun d'union de la gauche pour présenter un candidat unique aux élections présidentielles de 1974. Et toi, t'avais quelque chose pour la bataille des millions? Peut-être, j'ai pas regardé. Hein, oui, sur la bataille des millions, oui, sur la Safra, oui. Mais j'étais peut-être pas assez enthousiaste. Je sais pas. Mais là, c'est pas dit. Je sais pas ce qu'il a foutu, j'en sais rien.
Ouais, bah, si, la bataille des 10 millions. Et Catherine, pour la bataille des 10 millions, il y a la voix de Youssef? Non, mais il n'y a que 2 voix au générique. Il y a mais je te dis, la qui fait Castro déjà là, et Edouard Luns. C'est les 2 seules voix qui sont encore. Alors peut-être, effectivement, il y en a enregistré plus. Et je disais, je crois que c'est Edouard Luns, tu sais, quand on a projeté à Bobigny le bonheur, le Medvedkin. Oui. Pareil, c'est grâce à Chris Marker, on l'a projeté à Bobigny. À Bobigny. Et première question, je crois que c'est Edouard Luns. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? C'était Michel Sarabero, je crois, qui pose cette truc. Oui. Quelles sont les couleurs des taches sur le cheval? Parce que noir et blanc. Tout le monde se marre. Après, une discussion sérieuse. Mais la première question, c'était ça. Je me rappellerai toujours. C'est possible que c'était Luns, parce que Françoise Arnoux, quand elle était venue à Bobigny, oui, avec elle avait parlé. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Mais c'est Luns qui a posé cette question-là? Il me semble que c'est lui, je ne peux pas t'affirmer parce que tu sais, bon, on était nombreux, on avait vachement rabattu, puis de leur côté. Et puis je vais te dire une chose, nous, on était quand même de la banlieue ouvrière, quand on voit arriver avant l'heure tous ces bobos, François Arnoux, Bernard Paul, c'est bon, on est sympa, mais c'était. Eux, ils trouvaient une salle à Bobigny. Tu vois, dans les années, les premiers bobos, c'est eux. C'est sûr. Parce que tu vois, d'ailleurs, avec nous, on était jeunes à l'époque, hein. Disons, t'as vu, on n'avait pas ce problème, ce public-là aussi des clubs, tu vois. Ouais. Ah, voilà. C'est bien que ce soit bien passé avec les lycéens, je suis content. Oui, c'est intéressant. Il y a une ambiance humoristique entre eux et aussi sérieux. J'aime beaucoup ça. Donc c'était les lycées de Saint-Denis là-bas? Pas que Saint-Denis, je crois, tout à Boris, mais il y avait les étudiants de la prémisse en distribution exploitation. Tu sais, dans le film, là, ça me fait des souvenirs qui me reviennent, ou peut-être des légendes, peut-être je rapproche, je raconte beaucoup d'histoires, mais c'est ça. Tu sais, le coup de Paul Seb, c'est fait. C'est fait. Oui. Et bah, à Claire-Moulin, à chaque fois, et après qu'on avait vu ce film, et à chaque fois on disait un truc, c'est fait. C'est fait. Moi je me rappelle, c'était. Oui, ouais, c'est au moment où Castro, il y a un grand discours de Castro, il faudra un jour faire un film là-dessus, et il y a la base mais c'est fait. C'est vrai, tout le monde rit, ça continue, c'est légal, ça fonctionne. Et puis cette manifestation, comment t'as filmé cette manifestation, la manifestation des casseroles? Oui. C'est extraordinaire. Avec une dame, avec une scène. Extraordinaire, avec le. La vie c'est comme ça. Et puis avec pas les dents sur pivot, parce qu'eux ils n'ont pas de dentier. Exactement. Tu vois que c'est. Oui, tu vois que c'est un souriant, mais carnassier, c'est super. C'est carnassier. Oui. J'allais chez ma femme parce que je lui ai dit que le manteau, je l'avais perdu, là. Moi, je vais chercher au dîner pour les... au travail avec Chris. Patricio et Chris, si tu peux. C'est super. Ouais, parce que moi, j'avais des retours de mail, des trucs comme ça, mais c'est Dieu, il se gourait un peu, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, il n'y a pas de touche. Et après, tu appuies sur le bouton. Tu trouves le bouton sur lequel il faut appuyer. Sûrement. Oui. 46, oui, ça fait 7 ans, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Ça m'a rendu triste parce que ils étaient passés un peu à côté, quoi. Oui, mais tu sais, il y a des fois, tout de suite après, ça va pas forcément être Je suis venu accompagner Ben Russell pour une belle carte blanche qui s'appelait The World Ends in a Dream. Et Ben Russell avait choisi un film de Ben Rivers dans sa carte blanche qui s'appelle The Coming Race, qu'il avait réalisé en 2006. Voilà, donc on s'est dit, on va trouver une autre occasion de montrer les films de Ben Rivers. Ben Rivers, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, voilà, c'est un artiste anglais et aussi un cinéaste majeur dans le cinéma contemporain aujourd'hui, qui montre ses films aussi sous forme